l'occasion de parler d'un sujet intéressant, important, mais qui fait peut-être sourire lorsqu'on en parle depuis le Sénégal, depuis des pays sahéliens, depuis l'Afrique, etc., où nous n'avons pas de glaciers. Parler donc de la journée mondiale de l'eau et en ayant un thème qui parle de glaciers, c'est simplement dire et montrer aux Sénégalaises et aux Sénégalais et à tout le monde que la question de l'eau, la question du climat de manière générale, n'est pas une question locale, ce n'est pas une question spécifique, c'est une question globale. Et le thème chaque année est choisi pour couvrir une préoccupation ou une problématique qui intéresse ou touche toute la communauté internationale. Et c'est le cas. Lorsqu'on parle de glaciers, si vous vous promenez sur les côtes sénégalaises, le long des rivages, vous vous rendrez compte que le flux et reflux des vagues est le phénomène le plus visible, et tout le monde le dit, c'est l'érosion côtière, c'est l'avancée de la mer, c'est dans ce concept-là que nous l'utilisons. Vous voyez des populations se déplacer, vous voyez des hôtels qui étaient sur des rivages qui sont quasiment engloutis, vous voyez des activités perturbées le long sur les côtes. Tout ça a un impact, bien entendu, avec les glaciers, même si ça se fait peut-être à des milliers de kilomètres de nous. C'est parce qu'avec le réchauffement de la planète, les glaciers fondent. Et quand les glaciers fondent, cela va évidemment dans la mer, ça gonfle les océans qui se déversent sur les rivages un peu plus que d'habitude, donc ça impacte. La cause peut être lointaine, mais la manifestation ou la conséquence de cette clause des perturbations sur les glaciers, nous les vivons avec beaucoup plus d'intensité d'ailleurs que les autres pays, puisque les autres, ils ont des capacités de mitigation, d'anticipation des problèmes, mais nous, ça nous affecte considérablement avec tout ce que nous voyons sur nos rivages et autres. Mais il y a aussi le fait que si la température mondiale est un peu régulée et qu'il ne fait pas trop chaud, c'est parce que justement, avec le réchauffement, enfin, les rayons solaires qui réfléchissent sur les glaciers, ça par un phénomène naturel, ça retourne un peu vers l'espace, et ça maintient une température au niveau de la Terre. Et ça aussi, c'est un impact, c'est une question importante pour nous tous. Et c'est la raison pour laquelle c'est avec mon collègue de l'environnement et de la transition écologique, le professeur Daouda Ngom, que nous allons célébrer cette journée. C'est aussi même une manifestation un peu de la méthodologie du gouvernement, de la façon dont nous travaillons. Dans ce gouvernement, nous n'avons pas les cloisons, nous ne travaillons pas en silo, nous décloisonnons. C'est une journée célébrée habituellement par le ministère de l'Hydraulique, mais cette fois-ci, je serai en partenariat avec mon collègue de l'environnement, puisque nous parlons d'un thème qui nous fusionne. Et c'est en démultipliant ces espaces de réflexion et de rencontre, de dialogue sur des problématiques communes, qu'on réussit à en parler davantage et à expliquer à nos compatriotes les enjeux de ces phénomènes. Le climat, vous le savez, c'est comme un peu le serpent qui se mord la queue. Ça arrive ici, ça a des conséquences à des milliers de kilomètres. Ce qui arrive là-bas a des conséquences sur nous. Et c'est cette démarche circulaire que nous voulons mettre en avant. Donc c'est une journée extrêmement importante pour le Sénégal. Et nous aurons le moment officiel d'ouverture. Et ensuite des panels avec des spécialistes, des experts qui viendront en parler pour sensibiliser l'opinion sénégalaise sur l'intérêt un peu de ce phénomène, l'importance pour nous de suivre, mais surtout de bâtir des politiques publiques qui soient très adaptées, qui soient un peu, qui prennent en compte ces besoins et préoccupations de notre communauté et qui nous permettent aussi d'être des acteurs majeurs. Vous savez que tout ce qui touche à la question de l'eau, le Sénégal est un acteur très très important dans le monde. Son leadership est confirmé et affirmé. Et c'est cela que nous allons montrer un peu dans cette journée que nous célébrons comme tous les autres. Bien, c'est une excellente question. Déjà, comprendre que dans l'agenda de transformation systémique, et ça c'est important, le président de la République a demandé au gouvernement, a instruit M. le Premier ministre, de faire de l'eau l'une des plus grandes priorités. Et je crois que ça apparaît déjà dans les postures, dans les discours, dans les politiques. Il y a juste 3 semaines, si vous avez prêté attention à cela, le communiqué du Conseil des ministres était presque la moitié ou plus, disons, consacré à la problématique de l'hydraulique, de l'eau de manière générale,
pour vous dire son importance. Parce que le Premier ministre l'a rappelé tout récemment, un pays qui veut avancer, qui veut se développer, doit régler les questions primaires, ce sont les basiques. C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est la santé, c'est l'éducation, ce qu'on appelle les besoins sociaux de base. Et l'eau est au-dessus de tout cela, puisqu'on peut se priver de tout, mais sauf d'eau. Pour atteindre d'ailleurs les objectifs du développement durable à l'horizon 2030, la communauté internationale est d'accord pour dire que si nous ne réalisons pas l'ODD 6, qui est l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, tous les autres objectifs ne seront pas atteints. Ni la santé, ni l'éducation, ni la promotion des femmes, ni le reste. Donc l'eau est la surpriorité. Et c'est pour cette raison que dès notre arrivée, vous avez vu que nous avons pris à bras le corps, puisqu'il y avait un déficit criard en matière d'accès. Le taux d'accès est encore faible, même si des efforts ont été consentis. Nous avons décidé dès la première année de poser des actes forts. Et parmi les actes que nous avons posés, c'était accélérer disons, l'accès à l'eau. En zone urbaine, nous avons donc structuré assez rapidement un certain nombre de projets et nous avons accéléré la réalisation de projets qui étaient déjà là avant notre arrivée, mais pour l'essentiel qui avaient connu quelques difficultés, que nous avons diligenté. C'est que vous avez vu qu'à Kolda, j'avais été avec la SONES pour lancer le projet important pour cette ville qui avait connu des difficultés d'accès à l'eau potable, avec aussi le lancement des 39 000 branchements sociaux pour faire plus d'équité. Et de Kolda, j'ai enchaîné vers la zone nord avec la zone de Pal pour la réalisation d'un important château d'eau pour desservir définitivement de l'eau à cette zone. Enchaîné sur Saint-Louis pour accélérer les travaux de l'usine qui se fait à Hor, mais également 2 nouveaux forages. Et dans la même période, j'ai été également à Richard Toll pour aussi lancer les travaux d'importants ouvrages hydrauliques pour donner de l'eau potable à ces localités-là. Et plus récemment, à Foundiougne, qui est une localité qui a connu depuis toujours beaucoup de difficultés d'accès à l'eau, parce que l'eau est saumâtre dans la zone. Ça a été une de leurs principales préoccupations et doléances vis-à-vis de tous les gouvernements qui sont passés. Mais là également, grâce à, avec l'aide de Dieu et par la mobilisation diligente de nos services et de toutes nos équipes, nous avons réussi à ouvrir, disons, le transfert d'eau, puisqu'on ne pouvait pas avoir de l'eau à Foundiougne, puisque l'eau, de toute manière, elle est salée. On a été par les recherches de la direction de la planification et de la gestion des eaux, la DGPRE, on a trouvé un grand champ captant à une 50aine de kilomètres de Foundiougne, d'où on a puisé de l'eau, c'est là qu'on a mis les forages pour les transférer vers Foundiougne, pour régler la question de Foundiougne. Et c'est comme ça qu'on est en train de procéder un peu partout dans le pays. Les choses sont en train de s'accélérer durant la première année en matière d'hydraulique urbaine. Pour le rural, le projet phare, c'est celui que le Premier ministre a lancé au début du mois de février à Fass-Touré. C'est un projet extrêmement structurant qui qui a pour ambition la réalisation de 101 forages. C'était 85 qui étaient prévus, mais c'est un contrat que nous avons renégocié pour engendrer un surplus de 16 forages que nous sommes en train de démultiplier. D'ailleurs, les travaux ont été accélérés. Il y en a 4 ou 5 qui ont déjà été réalisés et livrés, puisqu'on a fait toutes les diligences là-dessus. Aujourd'hui même, j'ai entendu M. le Premier ministre faire dans sa communication à Koumpentoum, lorsqu'il parlait de la question des microfinances et des coopératives. Il est longuement revenu sur la question de l'eau et de ce que nous allons réaliser à Koumpentoum en hydraulique rurale, à travers notamment ce grand projet des forages ruraux, mais aussi par d'autres. Et nous avons eu également des avancées majeures en ce qui concerne la mobilisation des eaux de surface. Vous avez vu, Monsieur le Président de la République, lancer le Promoren. C'est un projet important qu'il a lancé récemment dans la zone de Koungheul, qui va mobiliser 46 millions de mètres cubes d'eau sur un plan d'eau qui va dépasser les 50 km. C'est extrêmement important en matière de restructuration et de création, d'aménagement des terres agricoles. Il y aura de l'agriculture irriguée, 12 000 hectares au moins. Ce sera aussi empoissonné. Nous allons travailler avec le ministère de la Pêche pour pouvoir développer des activités de pêche, piscicole et autres, parce que l'aquaculture va être développée aussi dans cette zone. Ça va restaurer et réhabiliter les écosystèmes, donc l'environnement aussi entre en ligne de compte. Et bien entendu aussi, ça touche une douzaine de communes, 6 dans la première phase
des communes du département de Koungheul, de Kaffrine et de la région de Kaffrine. Mais dans la deuxième phase, on va toucher le département de Koumpentoum, notamment région de Tamba et 6 communes. Ce qui fera globalement une douzaine de communes qui vont pouvoir bénéficier de cette sorte de mare ou de lac artificiel que nous allons créer, qui permettra de développer des activités dans ces zones-là. Et c'est de la même façon que, aussi en termes de mobilisation des eaux dans la vallée, nous nous sommes rendus compte, vous avez vu les visites que j'ai effectuées au niveau du lac de Guerre. Et là, en termes d'équité et de justice sociale, parce que c'est très très important pour le gouvernement, nous avons trouvé une situation assez cocasse où la séparation entre l'urbain et le rural en matière d'hydraulique avait fait que lorsque des travaux sont réalisés par l'urbain, SONES et SEN'EAU, en transférant l'eau qui traversait par des conduites des localités rurales, ces localités n'avaient pas forcément accès à cette eau, puisque la séparation était faite comme cela. Bien, vous me permettez de parler de la base ou de l'origine. Ce n'est pas forcément l'origine lointaine, mais la plus récente de ces réformes, c'est le Pencho 2024. Parce qu'il y avait l'orientation du président de la République dans la vision politique. Lorsque le référentiel a été stabilisé, chaque secteur devait faire une réflexion collective, inclusive, pour dresser le diagnostic, mais tracer les lignes de perspective pour la suite. Et c'est pour cette raison que nous avons, dans notre volonté de changer de paradigme et de façon de concevoir le secteur, nous avons dit que le ministère ne pouvait pas s'enfermer entre nous et les techniciens pour élaborer notre lettre de politique sectorielle. Ça se faisait avant, et beaucoup d'autres ministères le font. Mais nous avons estimé qu'une politique d'un ministère, par essence et par nature, doit être la politique du peuple. C'est de tout le monde, de tous les acteurs. C'est pourquoi on parle de partie prenante. Et nous avons donc ouvert l'espace en disant nous créerons un espace de dialogue et d'échange pour que les acteurs viennent ensemble et produisent ou co-construisent le document de politique sectorielle du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Parce que l'eau touche ou intéresse tout le monde. Et là également, dans la démarche, nous avons démarré par le local. Nous avons d'abord fait des consultations au niveau de chacune des 14 régions. Si on prend l'exemple Dakar, Ziguinchor, Kaolack, etc., autour des gouverneurs, tous les services de l'État sont venus, la société civile est venue, les producteurs agricoles, les usagers des forages, les collectifs qui se battent pour l'accès à l'eau, et on a donné la parole à tout le monde. Lorsqu'ils l'ont fait remonter, ce sont ces conclusions et recommandations que nous avons mises ensemble pour aller à Kaolack en novembre dernier et faire la première concertation nationale sur l'eau et l'assainissement que nous avons appelée Pencho, Pench et eau, Pencho. Et là-dessus, nous avons réussi à sortir un document qui aujourd'hui est reconnu par tous les acteurs comme étant leur document. Cette politique que nous avons aujourd'hui, c'est la politique du ministère, certes, du secteur privé, de la société civile, des usagers des forages et de tout le monde, puisque tout le monde a été là. Et dans cette politique, nous avons stabilisé tous les éléments de réforme que nous allons mettre en place. Vous savez que le président de la République avait déjà dit qu'il fallait aller vers la régulation du secteur, donc l'autorité de régulation du secteur de l'eau, ARS. Lorsqu'on est allé dans les concertations, on a mis en débat, en discussion ce projet, cette volonté du chef de l'État, et tous les acteurs y ont mis des contributions, l'ont discuté, y ont apporté des contributions, et aujourd'hui on a un document, l'autorité de régulation va être lancée très prochainement, puisque après les concertations, nous avons tout stabilisé et tout sera donné au président de la République, et en temps opportun, cette autorité pourra être opérationnalisée. Il y a également la révision de la réforme sur l'hydraulique rurale. C'est, comme je vous l'ai dit, en 2014, avec la création de l'OFOR, l'Office des forages ruraux, le pays a été divisé en périmètres, et chaque périmètre confié à un fermier, une société privée qui gère l'eau. Évidemment, il y a du bon et du mauvais, comme après toute réforme, que nous avons regardé, que nous avons évalué.
Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre option, c'est d'aller vers plus d'équité et de justice et d'uniformisation progressive. Donc le travail est en train d'être fait pour consolider tout ce qui a été bon, tous les acquis qu'on a obtenus, mais pour changer, le fameux jubanti du président, tout ce qui doit l'être. Mais ce qui est constant, c'est que la réforme n'a pas produit tous les effets qui en étaient attendus. Il y a énormément de difficultés, surtout dans l'hydraulique rurale, dans la gouvernance, dans la gestion, dans la réhabilitation du patrimoine, etc. Beaucoup de problèmes. Et ces problèmes, nous sommes en train de les prendre à bras le corps. Et les corrections qui sont en train d'être amenées sont dans le sens de cette uniformisation, de l'élévation du niveau de capacité de production dans ces zones. Mais dans la gouvernance, nous allons sans doute vers une gouvernance plus inclusive et plus ouverte. Je vous l'ai dit, ce sont des fermiers privés à 100%. Nous irons sans doute vers un modèle, on y travaille actuellement, qui soit plus hybride et qui va mobiliser plus d'acteurs. Probablement, et c'est l'étude qui nous le montrera à la fin, nous aurons un modèle de gestion dans l'hydraulique rurale où l'eau ne sera plus gérée par un seul fermier 100% privé, mais il y aura ce fermier privé, certainement, mais qui sera aussi à côté de l'État, probablement des collectivités locales, on est en train de travailler, ou d'autres modèles à envisager. Ça, c'est aujourd'hui le modèle vers lequel nous sommes en train de tendre. Ce qui est constant, c'est que l'objectif, c'est de faire en sorte que ça aille mieux pour la population, qu'elles aient accès à une eau de meilleure qualité, en quantité et sans doute à bas coût lorsqu'on aura fini tout ce travail, mais que personne ne soit lésé. Il y a du privé qui peut et doit être dedans, elle aura toute sa place. L'État rentrera aussi par le mécanisme approprié et aura sa place. Et nous sommes en train de réfléchir à comment les collectivités locales et les communautés auront aussi une place dans les structures de gestion. Puisque si on a finalement un conseil d'administration où tous les acteurs qui s'intéressent à l'eau sont autour de la table, les décisions seront plus équitables et seront partagées, et seront mieux comprises et on aura peut-être moins de problèmes dans la gestion. Donc les questions de régulation sont une des composantes, les réformes sont en train d'être revues et nous allons sans doute vers des changements majeurs, mais toujours dans le sens de l'amélioration de la qualité de service pour nos concitoyens. Nous l'espérons et c'est notre volonté, c'est notre ambition. Dans quelle échéance ça se fera, on ne le sait pas encore, mais cette ambition est suffisamment forte pour qu'on puisse envisager cela. Déjà, le premier élément que je vous dis, qui n'est pas une baisse, mais qui peut être assimilé comme tel, lorsque je suis arrivé, il y avait un arrêté interministériel qui était déjà signé par mon prédécesseur et d'autres de ses collègues, le ministre des Finances en particulier, pour augmenter le prix de l'eau. Puisque le secteur est déséquilibré, la solution qui était trouvée par le gouvernement sortant, c'était d'augmenter le prix de l'eau dans le monde urbain, dans l'urbain. Nous, ce n'est pas notre option. Lorsque je suis arrivé, nous nous sommes dit, et c'est une des fortes positions du président de la République, nous avons promis aux Sénégalais que le coût de la vie va baisser et on y travaille. On ne peut pas donc accepter qu'on augmente le prix de l'eau. C'est déjà à ses limites cher, donc on ne peut pas. J'ai donc décidé d'annuler cet arrêté d'augmentation. Donc qui n'augmente pas, forcément a baissé. Parce que si on avait fermé les yeux, l'eau aurait augmenté et on aurait dit que c'était l'ancien gouvernement. On n'a pas voulu le faire, on a été transparent. J'ai dit, ils l'ont signé, mais nous on annule parce qu'on ne veut pas augmenter le prix de l'eau. On a promis à nos concitoyens et on le fera, cette promesse sera respectée. L'eau ne va pas bouger pour le moment et on est en train d'envisager des solutions. Parmi les solutions que nous sommes en train d'étudier, il y a la question de la solarisation. Vous savez que l'énergie est un facteur parmi les plus importants qui impacte le prix de l'eau, parce que ça coûte très cher. Déjà, beaucoup de fermiers dans le rural sont en train de solariser les forages, ce qui fait qu'à terme, ils auront un peu plus de marge. Mais ici aussi, au niveau du ministère, tous les autres forages qui sont tous dans le patrimoine de Ofor, j'ai déjà commencé un travail avec mon collègue ministre de l'Énergie pour un projet de solarisation des plus de 2000 et quelques forages que nous avons dans le pays. Si ces forages sont solarisés, c'est un investissement, c'est vrai, à court terme, mais à moyen et long terme, c'est un investissement qui pourra être rentabilisé et cela pourra avoir un effet sur le prix de l'eau. C'est un peu une option que nous sommes en train d'envisager.
Oui, le niveau est satisfaisant. J'ai moi-même déjà fait quelques sorties. J'ai envoyé ailleurs mes équipes techniques en attendant mes prochaines sorties que nous avons déjà planifiées. Mais pour vous dire qu'en matière de préparation, nous avions largement pris les devants, puisque vous vous souvenez quand je disais l'année dernière que cet hivernage sorti de 2024 n'était pas le nôtre. Je l'assume encore, puisque 2025 est le nôtre. Nous allons d'ailleurs bientôt lancer la campagne, préparer notre hivernage 2025. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, non seulement ce sera 2025, mais jusqu'en 2050, ce sera notre hivernage à gérer, puisque les Sénégalais vont nous laisser travailler longtemps. Mais nous sommes prêts. Je le disais parce qu'on n'avait pas le temps de mettre en avant tout ce que nous voulions mettre dans la démarche. Certes, on avait fait beaucoup d'efforts en 2024, malgré le temps court, pour, disons, travailler en synergie, mobiliser tous les acteurs. Il n'y avait vraiment aucune fragmentation. Il y avait beaucoup de mutualisation et de synergie. J'avais cassé tous les cloisons que chacun faisait les choses de son côté. Je les ai mis ensemble pour réfléchir ensemble et agir ensemble pour plus d'impact. Mais ce qu'on avait rajouté l'année dernière, c'est cette implication communautaire extrêmement forte. Et avec cette ingéniosité de M. le Président de la République, avec les journées 7-7 qui nous ont beaucoup aidés, parce que la mobilisation populaire et communautaire a été un levier important. Mais nous n'étions pas allés assez loin ou suffisamment loin comme nous l'aurions voulu. Cette année, nous nous y sommes pris assez tôt. Dès la fin de l'hivernage, on a organisé un comité national de gestion des inondations pour évaluer 2024. Ça, c'est déjà fait. Évaluer 2024, en tirer les conséquences, les leçons, là où on a réussi, là où on n'a pas réussi, etc. Et nous avons déjà projeté pour 2025. Avant la fin 2024, j'avais déjà regardé avec tous les services pour que tout ce qui devait passer en marché pour les entreprises, ça avait déjà été positionné. Et dès qu'on est rentré en 2025 avec le budget qui est sorti, les marchés sont en train d'être déployés. Là où il y a des difficultés ou des retards, je suis en train de suivre de très près sur ces marchés au niveau des DCMP ou des structures de l'État pour les diligences à faire. J'ai envoyé déjà des missions. Le directeur général de ONAS a fait un tour du pays dans différentes localités pour regarder les différents ouvrages en cours de construction. Le directeur de la prévention et de la gestion des inondations a également fait de son côté un autre tour. Et récemment, je suis allé à Touba avec tous ses directeurs et toutes mes équipes pour expérimenter notre nouvelle démarche, pour lancer notre processus de suivi pré-hivernage, mais pour montrer notre première nouvelle démarche de décloisonnement. Je suis allé avec le DG de SONES, le DG de la Direction de la prévention des inondations, le DG de ONAS et de OFOR, Office des forages ruraux. Pourquoi? C'est pour dire que l'eau, lorsqu'elle tombe, l'eau de pluie, elle vient se mélanger avec l'eau usée et le ruissellement impacte aussi la nappe où se trouvent les forages d'où on puise de l'eau pour l'eau potable, etc. Donc tout ça, c'est un même circuit. Et tout bas, on a dit SONES va réaliser avec les entreprises à sélectionner l'eau potable, le système avec le grand transfert, le renouvellement du réseau et autres. En le faisant, ils le font à des endroits où ONAS est en train de réaliser du travail pour le faire ensemble. Par exemple, si vous prenez les alentours de la mosquée de Touba, et là également, à chacune des étapes, nous l'avons fait en partenariat très serré avec toutes les structures de Touba, Izoubul Tarhiya. Je les remercie vraiment pour aussi leur sollicitude et leur ouverture et l'engagement, avec Touba Tchakanam, avec la mairie de Touba et aussi avec tous les autres acteurs qui ont été mobilisés par le Khalif. Parmi ces mesures, il y a déjà, comme je l'ai dit, le renforcement de toutes les zones vulnérables. Parce que l'eau qui était rentrée dans ces localités était passée par des zones basses, vulnérables. Si vous voyez les communes de Bakel, où il y avait toutes ces difficultés, Balo, Yafera, où j'ai été rencontrer les populations, ce sont des points les plus bas, d'où l'eau s'infiltrait. Ces zones sont identifiées. Et je vous disais que la direction de la prévention des inondations s'est rendue dans ces zones et avec les populations, avec les élus locaux, ils ont fait le tour pour regarder partout où il y a des risques et pouvoir les stabiliser par des endiguements. On va faire des digues qui permettront un peu de protéger les zones. Ça, c'est la première chose.
Ensuite, il y a le fait que ce n'était pas la cause directe des inondations, mais ça pouvait avoir un effet là-dessus. Parce que certains ont dit que ce sont les lâchers d'eau du barrage de Manantali qui ont créé les inondations. Je leur ai dit non, il ne faut pas donner une explication simple à un phénomène complexe. Les lâchers ont peut-être impacté, mais ce n'était pas tout le facteur, ou en tout cas ce n'était pas le facteur principal. Même s'il n'y avait pas les lâchers, les quantités de pluie reçues en Guinée et au Mali, entre autres, avaient déjà fini de gonfler le fleuve Sénégal. Puisque le fleuve prend sa source en Guinée, coule un peu en Guinée, rentre au Mali, est chargé par le Bafing et le Bakoy, avant de revenir ici à Bafoulabé, rejoignant la Falémé et rentrer au Sénégal. Toutes les eaux, quand l'hivernage est très pluvieux dans ces pays, et c'était le cas, le fleuve prend beaucoup de volume. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, le barrage de Manantali, qui est construit sur l'un des affluents du fleuve Sénégal, ne pouvait plus stocker toute l'eau qui était arrivée. Il fallait lâcher pour que le barrage ne soit pas endommagé. Ce qu'on a changé cette année, en tout cas qui va changer, parce que j'ai déjà saisi l'OMVS là-dessus en leur disant qu'il faut qu'on ait une autre solution. Ce qu'on peut faire, c'est que lorsque l'hivernage progresse, en fonction des prévisions et des eaux qui commencent à arriver sur le fleuve du niveau, parce qu'on peut suivre le niveau du fleuve qui monte, on a fait des bulletins presque tous les jours, on n'attendra pas d'arriver à la cote d'alerte pour commencer les lâcher. Parce que si on reste jusqu'à l'atteinte de la cote, d'où on est obligé de lâcher beaucoup. Mais si on s'y prend beaucoup plus tôt, en lâchant à petite dose, ça peut réduire les effets. Puisque lâcher beaucoup, ça met beaucoup d'eau qui arrive dans les villages et qui rentre dans les maisons. Ça, on a déjà eu une discussion comme ça avec l'OMVS. On est en train d'y travailler. Mais l'anticipation, ça a aussi fait que le barrage de Diama, cette année, lorsqu'on a eu les inondations vers Bakel et que l'onde de crue était en train de se déplacer vers Saint-Louis, tout le monde avait eu peur que Saint-Louis soit totalement aussi inondé, mais l'anticipation avait fait qu'on avait donné des instructions pour que le barrage de Diama soit ouvert, avant même l'arrivée des crues. C'est ce qu'on appelle effacer le barrage. Moi, je me suis rendu, j'ai regardé, et toutes les vannes, segments du barrage ont été ouverts, ce qui fait que le fleuve a toujours continué à couler à son débit normal, puisque si c'était fermé, ce qui était le cas avant la crue, l'eau se serait stockée et à un moment donné, il fallait aussi lâcher comme Manantali. Donc on a appris de Manantali pour ne pas faire, mais cette année, on a assez de recul pour pouvoir nous y prendre sans doute avec une façon différente. Et je précise que pour les lâcher, ce n'est pas que le Sénégal qui les gère, c'est une organisation régionale. On donne des orientations, on fait des demandes dans les équipes techniques, ce qu'on a fait déjà cette année. Et nous avons donné des orientations là-dessus et des recommandations pour commencer à lâcher de l'eau dès qu'on considère que ça commence à monter pour éviter d'arriver à la côte. Donc ça fait partie peut-être des choses à faire pour éviter. Maintenant aussi, ça je le dis, il y a quelques mois, on m'a envoyé des images de Bakel, de toute cette zone, avec des champs de maïs, de patates, de manioc et autres, qui avaient connu un niveau de développement avec une floraison exceptionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces populations, n'eût été le caractère exceptionnel de la crue de cette année, ce sont des phénomènes qu'ils connaissent chaque année. Et ils vivent avec. Et c'est même souhaitable, parce que c'est cette crue qui inonde les zones cultivables. Et lorsque le fleuve se retire, l'eau stockée permet l'agriculture de décrue. Et ils en vivent. C'est énormément de production. Et l'eau va même jusqu'à rentrer dans les mares et les marigots, ce qu'on appelle les marigots de Bakel, qui permet également l'activité de pêche. Donc ce qu'on veut faire maintenant, c'est protéger les populations, les localités pour qu'elles ne soient pas affectées, mais trouver le moyen de faire en sorte que l'eau continue d'aller vers les mares et les marigots et que la culture de décrue soit davantage renforcée et développée. Et le ministère de l'Agriculture est même en train d'y travailler aussi pour accompagner plus en aménagement, en semences et autres, pour pouvoir profiter de ces phénomènes. Donc on veut transformer un défi en opportunité. Que l'eau qui crée des difficultés aujourd'hui soit un facteur de production et de développement économique et social. Oui, c'est un ancien projet. Ça fait partie des points rouges du département.
comme d'autres qui ont connu quelques évolutions et à un moment donné beaucoup de retard et de difficultés. Sur la plupart des lots, parce que ce sont des projets qui sont segmentés en plusieurs lots. Il y en a déjà qui sont arrivés à près de 80 voire plus de réalisation, d'exécution. J'ai visité moi-même la station. Tout ce qui est génie civil et même installation des machines, c'est quasiment terminé. Mais il y a un problème assez préoccupant, c'est la réalisation de l'émissaire en mer. Si vous créez, vous fabriquez, enfin vous réalisez une station de traitement des eaux et que vous n'avez pas le dispositif qui le rejette à la mer, vous n'avez quasiment rien fait puisque vous ne pourrez jamais traiter tant que vous n'avez pas fait l'exutoire pour sortir l'eau. Et ça a connu une difficulté majeure. Ce lot n'a pas encore démarré. J'ai tenu ici un comité de pilotage il y a quelques semaines avec tous les acteurs qui étaient impliqués, y compris les partenaires financiers, pour qu'on trouve une solution. Et j'avais donné des instructions pour que le comité technique se réunisse plus rapidement, plus régulièrement. J'ai fait les diligences auprès de mes autres collègues du gouvernement, ministère de l'Environnement. Il y avait un volet qui devait être pris en charge avec le principe pollueur-payeur et tous les industriels qui devaient se connecter aussi sur les conduites. Là également, on a connu des avancées récemment. Avec le ministère des Finances, il y a une partie aussi de budget et des paiements à faire. Les diligences sont en train d'être faites à ce niveau-là. Et donc, la machine au moins a repris, hein, alors que c'était vraiment assez difficile. Le dialogue est rétabli, les acteurs se revoient et on regarde le chantier de plus près avec un dispositif de suivi plus serré. Dese ba tey li ngeen seen métier seen cœur mooy dépêche du mbind mi waaye ngeen innové ba tey ba dugg ci digital bi ba ñëpp ràññee leen ci digital bi qualité wu liggéey bi ngeen di def yaakaar naa ne loolu dañ leen ci encouragé. En tout cas ministère de l'hydraulique et de l'assainissement dina ci gën a ubbeeku ak yéen pour ñu gën cee collaborer ndax ñun ñi yéen ak ñu jàppale ci lu baree bari loo xam ne nii askan wi dañ ko war a xam te ci yéen lay jaare pour ñu xam ko kon ma leen di féliciter di leen encourager di am yaakaar dinañ gisewaat incha allah très bientôt.